Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur le sujet des sociétés à mission. Alors je me présente, Bénédicte Dallini, responsable ESG d'IDIA Capital Investissement. Pourquoi nous avons organisé ce webinaire? Alors pour vous permettre plusieurs choses. Tout d'abord de mieux comprendre ce qu'est une société à mission, mais aussi de savoir comment on le devient et lorsque c'est fait, quel impact cela a sur l'entreprise. Nous entendons tous beaucoup parler aujourd'hui de ce terme de société à mission, mais nous ne savons pas très bien ce que cela signifie. Et du coup, cela nous empêche d'entamer une réflexion pour réfléchir à l'éventualité de devenir société à mission. Devenir société à mission, c'est un engagement qui est très fort et qui va impacter toute l'entreprise et ses salariés. Alors, pour parler de cela aujourd'hui, nous avons nos trois invités. Anne Mollet, donc DG de la communauté des entreprises à mission. Bonjour. Deux dirigeants d'entreprise, de sociétés à mission, donc Antoine Nogier et Thierry Blandinière. Alors, je vais dans un premier temps vous laisser vous présenter chacun 2 minutes. Alors, on va commencer par vous, Anne. Vous êtes donc directrice générale de la communauté des entreprises à mission, donc une association française assez récente qui a été créée en 2018 pour mobiliser tous les acteurs qui souhaitent expérimenter le modèle de la société à mission. Donc, Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, merci, merci beaucoup Bénédicte. Donc, la communauté des entreprises à mission, comme vous l'avez dit, a été créée en 2018, donc avant la loi Pacte. Elle a été cofondée par 3 chercheurs de MINPARITECH, qui sont aussi les concepteurs de la société à mission, et 3 entrepreneurs engagés. Et cette association compte aujourd'hui 300 membres, qui sont des dirigeants de sociétés à mission, des dirigeants d'entreprises en chemin vers la société à mission, des chercheurs et des experts, qui sont tous convaincus que l'entreprise a un rôle central à jouer pour relever les grands défis sociaux et environnementaux actuels. Et donc l'association, effectivement, vise à la fois à échanger, on va dire, sur ces expérimentations, parce on expérimente tous la société à mission qui a à peine 2 ans, on va dire, et aussi vise à enrichir collectivement ce modèle, et puis aussi à faire connaître ce modèle en France et demain en Europe. Merci beaucoup, Anne. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons également 2 dirigeants, parmi lesquels Thierry Blandinière. Donc Thierry, vous êtes directeur général du groupe InVivo, une des plus importantes coopératives françaises, avec plus de 5 milliards de chiffre d'affaires. Le groupe InVivo est devenu société à mission en octobre 2020. Donc Thierry, je vous laisse vous présenter ainsi que votre entreprise. Tout a été dit, merci de l'invitation. Donc oui, d'abord on est une coopérative de coopératives, donc c'est l'Union InVivo, on rassemble 200 coopératives. Et puis dessous on a une holding, c'est InVivo Group, donc c'est la holding InVivo Group qui est devenue société à mission, puisque par nature les coopératives sont des sociétés à mission. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, on intervient dans beaucoup de métiers de l'agriculture, dans toutes les grandes filières céréalières, et puis aussi la transformation aussi des céréales, dans le vin, donc on est très diversifié. Voilà, on s'adresse à l'ensemble des agriculteurs français, entre autres. Merci Thierry. Donc Antoine, vous êtes président et fondateur de Saner Group, une PME qui a été fondée en 2007, qui est un acteur de la filière photovoltaïque en France. Vous vous êtes transformé en avril dernier pour devenir société à mission. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre société? Alors, merci de cette invitation. Oui, donc, je suis Antoine Nogier, j'ai fondé Saner Group en 2007. C'est une société qui est en fait pas seulement active dans le photovoltaïque, mais active dans 3 domaines. L'adaptation de l'agriculture au changement climatique à travers l'agrivoltaïsme, dont nous sommes leaders, la production d'électricité solaire photovoltaïque, et puis la fourniture d'électricité avec Voltaire, qui est un fournisseur d'électricité qui essaye de faire du circuit court et de rapprocher producteurs et consommateurs. Et donc nous sommes devenus société à mission en avril dernier, à l'occasion de l'entrée d'investisseurs, dont IDIA, à notre capital. Voilà. Donc c'était le 15 avril dernier, donc c'est tout récent. Merci Antoine. Alors ce qui est intéressant avec nos 3 invités, c'est que nous avons Anne, qui est là pour faire croître, grandir une communauté des entreprises à mission, et nous avons 2 dirigeants d'entreprises de taille très différentes, qui chacun à leur manière ont choisi de s'engager dans cette démarche de société à mission. Ce premier webinaire, voilà comment nous l'avons organisé. Il va d'abord y avoir une première intervention d'Anne qui va durer 20 minutes, qui va nous expliquer ce qu'est la société à mission. Et ensuite, nous allons avoir un témoignage de nos 2 dirigeants d'entreprise, rythmé par mes questions, qui va durer 40 minutes. Et enfin, nous allons finir avec les questions de nos participants,
à ce webinaire qui vont m'être montés, et ce pendant 20 minutes. Donc Anne, je vous laisse commencer avec quelques slides que vous allez nous présenter. Merci, bonjour. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une société à mission? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Une société à mission, c'est en fait un nouveau modèle d'entreprise qui permet de réconcilier performance économique et engagement positif à la société, enfin engagement positif de par son activité à la société. Donc on est vraiment dans l'entreprise contributive. Voilà, donc quelle contribution moi en tant qu'entrepreneur j'apporte à la société au sens large. Alors aujourd'hui, il existe un cadre légal à la société à mission qui est la loi Pacte, qui existe depuis 2019. Et donc ce cadre légal a permis 3 niveaux d'engagement. C'est ça, la slide d'avant, excusez-moi, j'ai fait un moment. La slide légale prévoit 3 niveaux d'engagement pour les sociétés. Donc pour toutes les entreprises, aujourd'hui, globalement, la RSE est consacrée dans la loi et n'est plus une option pour les entreprises. Donc toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est une modification du Code civil qui a passé à peu près inaperçue et qui va beaucoup bouger, beaucoup transformer, on va dire, le regard qu'on porte déjà sur la RSE et le regard qu'on porte sur les entreprises. Et la loi a prévu deux niveaux complémentaires pour les entreprises qui le souhaitent, pour les entreprises volontaires, donc la raison d'être et, pour les plus engagés, la qualité de société à mission. Alors quand la raison d'être permet de répondre en fait à la question de qui je suis, quelle contribution je veux apporter à la société, quelle vision j'ai du monde par rapport à la société et aussi, voilà, globalement c'est ça. Et le troisième niveau, donc pour les entreprises les plus engagées, on a une raison d'être qui est inscrite dans les statuts, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux, et qui répondent aussi à la question de qui je suis, quelle contribution je veux apporter, mais aussi quels moyens je me donne pour y arriver. Et donc on est dans une obligation de moyens beaucoup plus forte et beaucoup plus engageante. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, parce qu'en fait une mission permet à la fois donc permet à la fois de changer son business model, vraiment, ça a un impact direct, de mettre au cœur de son activité des engagements sociaux environnementaux, et aussi de transformer sa gouvernance et son mode de management. Puisque pour que les entreprises suivent bien leurs engagements et s'engagent vraiment sur un chemin de transformation, la loi a prévu 2 niveaux de contrôle. Le premier par un comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises, et le deuxième par un OTI, un organisme tiers indépendant, qui va venir justement contrôler la bonne exécution de la mission. Donc en ça, c'est assez impactant et assez engageant pour les années à venir. Ensuite, pour le slide suivant, donc ça je viens d'en parler, effectivement. Le slide suivant, donc la loi prévoit donc, que dans les statuts doivent être intégrés la raison d'être, des objectifs stratégiques, ainsi que la composition du comité de mission, ou pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, un référent de mission. Mais là aussi, on verra que dans la vraie vie, les entreprises de moins de 50 collaborateurs, pour 73% d'entre elles, font le choix d'un comité de mission, qu'elles ont bien compris aussi l'intérêt et l'avantage d'avoir ce nouvel organe de gouvernance très ouvert au sein des entreprises. Et donc, du coup, une raison d'être, des objectifs statutaires. Et ensuite, ces objectifs statutaires doivent être déclinés en objectifs opérationnels et indicateurs de suivi. Donc, en fait, il ne s'agit pas que de mettre 3 phrases dans ces statuts, voilà, mais c'est vraiment un élément très transformatif de l'entreprise. Et qu'il s'agisse d'entreprises, ce qu'on appelle mission native, comme vous l'êtes, enfin, vous êtes les dignes représentants, ou d'entreprises qui font vraiment pivoter leur modèle d'affaires. Et en cela, la société à mission, c'est vraiment une révolution dans l'entreprise aujourd'hui, parce qu'en fait, ça peut toucher, ça peut concerner tout type d'entreprise. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, tout type d'entreprise, on y vient. Alors, à la fin du premier semestre 2021, on comptait 206 sociétés à mission en France. Et au 15 septembre, on en est à 250. Donc, globalement, le nombre de sociétés à mission a quadruplé en un an. Enfin, c'est plus de 25% tous les trimestres. Et ça ne se dément pas, parce que quand on voit aussi le nombre de sociétés à mission qui sont en train
de travailler sur leur mission. On sait très bien que fin 2021 et voire début 2022, et après ça va aller crescendo, le nombre de sociétés à mission va vraiment extrêmement croître. Et, parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est assez exigeant. Donc globalement, pour devenir société à mission, mais je pense que vous allez en parler, la moyenne, c'est entre 6 mois et 24 mois, selon la taille de l'entreprise. C'est sûr que pour une TPE, on est plutôt sur du 6 mois, et pour une grande entreprise avec une gouvernance complexe et un actionnariat complexe, on est plutôt sur 24 mois. Voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, le nombre de sociétés à mission, c'est un modèle qui prend bien en France, parce qu'on est à moins pour rappel, donc la loi Pacte date de mai 2019, le décret d'application de janvier 2020. Donc du coup, on n'a même pas 2 ans de recul, 2 ans de recul sur le sujet. Donc ça prend très très bien. Et aujourd'hui, c'est 500 000 collaborateurs en France qui sont concernés par la mission. Donc ça commence à faire. Ça prend vraiment de l'ampleur. Quelques chiffres aussi. On entend beaucoup parler des grands. C'est vrai que nous avons une grande entreprise à nos côtés. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en fait, 70% des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 collaborateurs. Donc, celles qui ont porté la dynamique jusqu'à ce jour, ce sont les petites entreprises. Mais aussi parce que, effectivement, pour les petites entreprises, ça prend moins de temps, comme je le disais tout à l'heure. Et les ETI et les grandes entreprises aujourd'hui, on commence à les voir. Pour rappel, en 2020, les ETI et grandes entreprises représentaient 7% des sociétés à mission. En 2021, c'est 17%. Donc on voit bien aussi que ce chiffre progresse et que de plus en plus d'ETI et de grandes entreprises se transforment ou sont en cours de transformation. Et de la même manière, si en 2020, les sociétés à mission étaient plutôt des entreprises plutôt parisiennes en majorité, là aujourd'hui, ça se renverse et aujourd'hui, 63% des sociétés à mission, donc en 2021, 63% des sociétés à mission sont des entreprises implantées en région. Donc c'est vrai qu'on avait entendu au début, oui, c'est un truc de bobo parisien, pas du tout en fait. Donc les entreprises, vraiment, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur géographique, se sont justement emparées de ce sujet pour justement intégrer ces enjeux socio-environnementaux dans leur business model. Et, voilà, et être vraiment, faire partie de quelque chose de plus grand. L'entreprise n'est pas seulement une boîte à partager le profit. Ça, c'était un peu les dérives qu'on a vues les 20 dernières années, mais on revient à quelque chose de plus mobilisateur, qui est en fait le profit est un moyen pour arriver justement à développer un projet de création collective qui est réellement l'entreprise. Et ce projet de création collective comprend forcément au premier plan les enjeux sociaux et environnementaux. Et ensuite, je crois que c'est tout pour les slides, me semble-t-il. Non, c'était... Alors merci beaucoup Anne pour cet exposé très clair et plein d'enthousiasme qui nous donne une meilleure vision de la société à mission. J'ai quelques questions maintenant pour vous. Alors la société à mission est une innovation française. La dynamique existe-t-elle à l'échelle européenne? Existe-t-il des équivalents même au-delà de l'Europe? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en Europe, un pays qui est l'Italie a développé la société à bénéfice il y a à peu près, je crois, 5-6 ans. Qui est le seul modèle en Europe, en tout cas, à peu près équivalent au modèle français. Ceci étant dit, le modèle français de la société à mission, c'est le plus abouti, à notre sens, puisqu'il est, la société à bénéfice n'intègre pas, on va dire, dans ses statuts, ce double contrôle, dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le contrôle par un comité de mission qui... Je m'arrête 2 secondes sur cette histoire de comité de mission avant que vous le développiez, mais c'est un organe de gouvernance qui est composé à minima d'un collaborateur, mais ça peut être plus, d'un salarié, et aussi pour 80% d'entre elles, les sociétés intègrent dans leur comité de mission des parties prenantes externes, qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs, de représentants de la société civile, d'acteurs publics, et ça c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'on ouvre la gouvernance, on ouvre la stratégie de l'entreprise à des parties prenantes externes. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet partagé. L'entreprise à mission devient vraiment un projet d'entreprise partagé avec ses collaborateurs et avec ses actionnaires et avec ses parties prenantes. Voilà. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez nouveau, même très nouveau, on va dire, de mettre en place ce type de gouvernance. Et le deuxième point, l'organisme tiers indépendant qui vient contrôler tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise la bonne exécution de la mission.
Et donc ça, pour répondre à votre question, c'est une spécificité française. Aujourd'hui, on va travailler avec nos amis italiens sur le déploiement en Europe d'un modèle qui nous rapproche. Et on va organiser le 1er décembre à Paris, au CESE, le premier congrès européen des sociétés à mission, donc c'est la première étape. Et ensuite, en février 2022, on va organiser à Bruxelles une deuxième étape de ce congrès européen pour enclencher une dynamique européenne du capitalisme à l'européenne, du capitalisme engagé. Voilà. Et c'est vraiment, on pense vraiment que c'est un modèle vertueux qui... on est ici avec des investisseurs et c'est un modèle vertueux qui est source de performance moyen et long terme. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne prennent pas en compte les enjeux socio-environnementaux sont des entreprises qui seront moins performantes demain, voire qui n'existeront plus. Ouais. Parce que les collaborateurs, les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents partiront, parce qu'ils n'arriveront pas à recruter, parce que les clients choisiront un autre type d'entreprise, et à tous les niveaux, en tout cas, et les investisseurs choisiront aussi d'investir dans des entreprises plus engagées. Donc en soi, c'est vraiment faire quand un entrepreneur, quand un dirigeant d'entreprise veut vraiment mettre son entreprise vraiment sur le long terme, sur une performance long terme, c'est un des moyens d'y arriver. D'accord. Merci, c'est très intéressant. Alors j'ai une autre question encore pour vous, Anne. On parle de qualité pour une société à mission et non pas de statut. Alors même que c'est inscrit dans les statuts, pour autant c'est une qualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Oui, c'est vrai que c'est on dit souvent statut d'entreprise, de société à mission, mais non, c'est une qualité. Le statut premier de l'entreprise, c'est la SA, c'est une coopérative, mutuelle. Et aujourd'hui, justement, on a parmi les sociétés à mission, 12% relèvent de l'ESS. Donc qu'elles soient soit coopératives, mutuelles ou ESUS. Et en fait, ça n'enlève rien au statut de l'entreprise. Et je sais que pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire telle que vous, c'est très important de dire, en fait, nous, on est d'abord mutuelle ou on est d'abord coopérative. Et c'est ça notre statut. Et en plus, on a la qualité de société à mission. C'est quelque chose qui apporte quelque chose, mais ça n'enlève rien au statut initial. Et donc, le statut reste le statut de l'entreprise tel que défini, bien que la mission puisse intégrer la raison sociale de l'entreprise. D'accord. Voilà, très intéressant. Donc, merci Anne pour tous ces éléments. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de parler avec nos deux invités, donc dirigeants d'entreprise, pour voir comment cela s'est appliqué concrètement dans leur organisation. Donc Thierry, on va commencer par vous. Vous êtes DG d'un groupe coopératif avec donc beaucoup d'activités très différentes. Pourquoi avoir fait le choix d'être une société à mission? Quelles ont été vos motivations? D'abord, on a travaillé sur la loi Pacte, quand Bruno Le Maire a lancé le sujet. Il y a des grands groupes du CAC 40 que vous connaissez bien qui se sont engagés, mais on s'est posé la question dans le modèle coopératif, est-ce qu'on doit passer à côté d'un mouvement très intéressant pour nous qui correspond à notre ADN, c'est-à-dire penser long terme et impliquer les parties prenantes. Dans la coopération, on implique tous les agriculteurs et on implique les parties prenantes aussi dans la gouvernance, avec un concept d'un homme, une voix, je vous rappelle, en Assemblée Générale. Donc que vous soyez petit agriculteur ou gros agriculteur ou grosse coopérative, petite coopérative, vous avez le même poids politique. Donc en fait, c'est un bien commun. Donc le monde agricole, c'est un bien commun et l'entreprise à mission, c'est aussi préserver le bien commun. Voilà, d'un écosystème beaucoup plus large que simplement, vous l'avez dit, une coopérative ou une entreprise qui doit dégager des profits pour satisfaire essentiellement que ses actionnaires. Donc c'est un mouvement intellectuel très important pour les actionnaires, parce que ça veut dire que finalement les actionnaires prennent en compte le fait que s'ils veulent demain préserver leur capital, il faut prendre en compte le bien commun, parce que c'est source aussi de résilience sur leur modèle économique sur le long terme et de création de valeur. C'est assez nouveau, quelque part, et ce n'est pas à gagner aujourd'hui, partout, il faut quand même le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, et notamment les sociétés du CAC 40, elles ne sont pas toutes aujourd'hui sociétés à mission. Tout le monde a une raison d'être, mais on n'a pas franchi le cap de la société à mission. Donc en fait, nous, Univo, on l'a fait parce que finalement, on était à l'aise avec ça. Voilà, on était à l'aise pour dire finalement, on pense long terme, on a une mission sur la transition agricole, la transition alimentaire,
On a aussi un enjeu important, c'est de démontrer que l'agriculture est une solution aussi, peut être une solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ces grands enjeux, on doit les adresser. Et donc il faut qu'on embarque tout notre écosystème derrière ce grand projet de long terme. Et là, la Société à mission, on trouvait que ça correspondait très bien, finalement, au moment pour porter notre stratégie long terme. Et donc, du coup, on a embarqué beaucoup de monde, puisque pour construire notre stratégie long terme, 2030, on a questionné, bien sûr, les parties prenantes, on a impliqué des salariés. C'est important aussi pour co-construire la stratégie. Et donc, du coup, naturellement, on devient une Société à mission par le comportement que l'on a aujourd'hui dans l'entreprise. Voilà, donc on est très fiers d'avoir été une des premières, sinon peut-être la première, hein, après, je ne sais plus. Allez, on va dire dans les premières. La première grande, d'avoir été à Société à mission. Ce qui n'a pas été simple quand même, parce que bon, voilà, on a plusieurs métiers, donc c'est la holding qui est Société à mission, maintenant il faut que nos métiers aussi deviennent Société à mission. Et surtout dans la gouvernance, il a fallu expliquer au conseil d'administration, composé de présidents de coopératives, qu'il fallait créer un comité de mission avec des parties prenantes qui n'étaient pas dans le monde coopératif agricole. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça ouvre les esprits et c'est vraiment motivant pour tout le monde. Ouais, merci Thierry, très intéressant en tout cas. Et vous Antoine, alors vous êtes fondateur de Soner, une entreprise que vous avez créée en 2007. Pourquoi avez-vous souhaité devenir société à mission, alors même que l'activité de Soner, intrinsèquement, a un impact positif sur l'environnement? C'est sans doute pour ça, déjà, comme première raison, c'est... moi, j'ai fondé Soner en 2007, mais je suis depuis 25 ans engagé dans la transition énergétique. Et donc, j'y suis pas rentré par hasard. J'y suis rentré par l'obsession, finalement, des questions de changement climatique et de long terme. Et donc, je voulais traduire dans la société que j'ai fondée, je voulais traduire nos métiers qui ont évolué, d'ailleurs, avec le temps, et le traduire pour nos parties prenantes, pour nos clients. Alors, on nous connaissait beaucoup sous l'angle de la production d'électricité solaire. On a une branche de production d'électricité solaire qui est assez tournée, effectivement, naturellement vers la mission de la transition énergétique, si je puis dire. Mais par exemple, ce nouveau métier sur l'agrivoltaïsme tourné vers l'adaptation de l'agriculture, je voulais vraiment que ça soit compris comme tel et compris comme, voilà, notre métier demain, c'est aujourd'hui et demain, c'est d'adapter l'agriculture au changement climatique et ça a des répercussions sur nos métiers et sur le long terme et sur la façon dont on pense nos métiers. Pareil pour la partie fourniture d'électricité et mise en relation des producteurs et des consommateurs d'électricité pour faire du circuit court. Voilà, donc c'était, j'allais dire, j'ai voulu, avec mon comité de direction, traduire pour les parties prenantes externes, avant tout, nos nouveaux métiers, sachant que nos salariés, eux, quand ils viennent pas par hasard chez nous. Donc, ils sont déjà séduits par le projet, enfin, j'ose l'espérer, séduits par le projet, attirés par la recherche de sens. Et donc la démarche a été plus tournée vers l'extérieur, en fait. D'accord. Et si je peux me permettre, parce que ce qui vous rassemble tous les deux dans les interventions que vous avez pu faire, c'est qu'on voit bien que la société à mission vous a permis de réaligner, on va dire, l'entreprise, donc de la direction générale, le management, les salariés et les actionnaires autour d'un projet engageant et compris par tous et aussi de réaligner l'interne et l'externe avec les parties prenantes. Et dans vos expériences aussi, c'est de réaligner les racines de l'entreprise avec son présent et la vision que vous avez de l'entreprise demain. Et en fait, c'est ça que permet cette démarche d'entreprise à mission, c'est d'avoir un projet d'entreprise cohérent. Et parce qu'aussi, quoi qu'il en soit, les clients sont de plus en plus en attente de cette cohérence entre ce qu'ils achètent et à qui ils l'achètent. Et en ça, cette démarche de mission permet vraiment d'avancer sur ce point-là. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on comprend bien ce qu'est une société à mission, on comprend les motivations d'Invivo et de Soner. Ce qu'on aimerait à présent approfondir avec vous, c'est quel a été le process de construction de votre raison d'être et de vos engagements, qui sont inscrits donc dans vos statuts. Donc Thierry, cela fait maintenant 1 an que vous êtes société à mission. Comment vous vous y êtes pris? Comment avez-vous procédé concrètement pour définir votre raison d'être ainsi que vos 6 engagements?
y a eu-il des concertations avec vos collaborateurs? Oui, donc comme je disais, on a commencé en 2017, ça a été un long chemin, puisqu'on a co-construit déjà, peut-être la loi, quelque part, ensemble, plus ou moins. Et en fait, pourquoi on s'est engagé aussi, il faut le dire, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un statut qui est Benefit Corporation. Voilà, qui existe. Et donc, on a regardé ce qui se passait aussi aux États-Unis, mais vous reviendrez sur le sujet, je pense, c'est intéressant. Et on s'est dit, finalement, ces statuts B Corp aujourd'hui, ils se valorisent bien en bourse aux États-Unis. Il faut voir. Donc, pour les actionnaires, il se passe quelque chose autour du statut B Corp à New York, là. Et on s'est dit, finalement, il y a l'idée de la société à mission, mais il y a aussi la création de valeur pour les actionnaires. Et il ne faut pas aussi qu'on prenne du retard sur les effets leviers financiers par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, notamment. Donc je reviens sur la finance un peu. Bon, on n'est pas qu'une ONG, on participe, mais quand même, il faut qu'on regarde aussi comment créer de la valeur. Et donc on s'est dit, finalement, il faut qu'on regarde ça de près. Donc on avait une double entrée, on avait l'histoire du monde mutualiste français, voilà, et puis il y avait cette valorisation aux États-Unis pour ne pas prendre du retard par rapport à des leviers financiers. Et donc on s'est dit, finalement, il faut qu'on se mette dans les groupes de travail qui avaient été mis en place. Et on a commencé à réfléchir et co-construire. Et en même temps, on a regardé, nous, comment l'ajuster, comment impliquer un maximum de parties prenantes internes et externes au niveau de l'Union InVivo. Je dis interne ou externe parce qu'en fait, on a des coopératives, on va dire que c'est des parties prenantes qui sont actionnaires, mais qui sont pas dans les salariés directement de l'entreprise. Donc on a plusieurs cercles qu'on a fait travailler ensemble. Le conseil d'administration, certaines coopératives pilotes, etc., pour réfléchir ensemble à tout ça. Et finalement, on a aussi travaillé, bien évidemment, avec les salariés, parce que c'est arrivé au meilleur des moments, puisqu'on réfléchissait à la stratégie 2030 InVivo qu'on a écrit, on a fait un petit livre blanc, donc c'était l'occasion de co-construire. Et donc on a été dans une posture avec les salariés où on leur a dit, écoutez, vous allez pouvoir mettre en ligne vos idées pour contribuer. Donc on a créé un site interne, intranet, où ils ont pu contribuer, on a créé des forums salariés citoyens, où on a expliqué le projet. Moi, j'ai expliqué plusieurs fois dans plusieurs sites français ce qu'on voulait faire et de voir comment ils pouvaient co-construire avec nous. Et ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'on a restitué 6 mois après la stratégie, un an après, aux salariés en disant vous avez co-construit, on a pris certaines idées et voilà le travail que l'on a fait ensemble. Et donc, du coup, naturellement, on s'est retrouvé dans l'ADN des sociétés à mission. Et c'est pour ça que InVivo Group est passé assez rapidement sur cette mission. Et puis ensuite, on a construit le comité de mission qui est en place aujourd'hui. Et la présidente, c'est une salariée, comité de mission. Et on a des parties prenantes, des directeurs de développement durable de grands groupes, comme Veolia par exemple, parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est un sujet, ça a été dit, sur la transition énergétique, l'agriculture a un rôle à jouer, que ce soit dans la partie photovoltaïque ou la partie bioéconomie ou gestion de l'eau. Et là, il faut qu'on co-construise avec les partenaires qui gèrent l'énergie, quoi. Donc, du coup, on a fait rentrer aussi des responsables de développement durable dans le comité de mission pour nous aider à réfléchir aussi à comment créer des ponts avec ces sociétés et le monde agricole. Pour revenir sur la concertation avec vos collaborateurs, donc tous les salariés ont été appelés à participer. Ouais. Et si j'ai bien compris, après, il y a eu des sous-groupes, c'est ça, de salariés qui ont vraiment travaillé sur les engagements, la raison d'être, et avec des remontées. Oui, c'est ça. On a fait un panel en fait représentatif des principaux métiers du groupe parce que c'était un peu compliqué. Donc il y avait 200 salariés, quand même c'est beaucoup, qu'on a réunis régulièrement pour co-construire avec nous et qui représentaient potentiellement chaque métier du groupe, que ce soit les jardineries jusqu'au trading de céréales, pour co-construire un modèle. Voilà. Donc effectivement, ils ont été. Alors nous, quand on a démarré, peut-être un témoignage là-dessus, sur le sujet, c'est que finalement, on ne savait pas trop où on allait. Faut quand même, on s'est dit, bon, on y va. On verra bien comment ça remonte, les idées, etc. C'est pas toujours facile. Vous avez le syndicalisme qui est là, vous avez tout ça, il faut le piloter. Donc, et puis finalement, on était vraiment surpris parce qu'il y a eu de bonnes idées, et pas que des idées, on va dire, court-termistes. Il faut améliorer telle ou telle chose pour mieux vivre au quotidien. Ça en fait partie, mais pas que ça. Et on était assez on a été vraiment surpris de voir remonter autant d'idées positives sur la stratégie et le long terme de la part de beaucoup de salariés qui ont vraiment contribué. C'est vraiment très intéressant de voir cela. Alors vous, Antoine, votre transformation, elle est plus récente. Comment concrètement cela s'est passé et pouvez-vous nous rappeler votre raison d'être et comment vous avez réussi à définir vos objectifs ? Alors,
elle est toute récente, en effet, elle est toute neuve. On n'a même pas encore complètement constitué le comité de mission, mais on y reviendra. Mais par contre, ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. Et j'ai pris l'occasion de cette évolution d'entreprise, notamment dans son capital, avec un projet qui était mobilisateur autour des nouveaux actionnaires qui rentraient à mes côtés et qui vont m'accompagner dans les années qui viennent. J'ai voulu profiter de ce moment pour faire ce que je voulais faire déjà depuis une bonne année, c'est-à-dire faire cette transformation. Donc ça a été quand même, on n'a pas fait de concertation avec les salariés, ça a été directif, on s'est concerté avec le comité de direction. On est une petite PME, hein, on est 80 personnes à peu près, et on a réfléchi autour de nos métiers, autour des missions. Alors, je crois qu'elles s'affichent, elles doivent s'afficher à l'écran, voilà. Tout à fait. Elles sont rappelées là. Donc elles sont tournées autour de développer des infrastructures et solutions intelligentes pour répondre à l'urgence climatique et écologique. Et nos 3 objectifs sont tournés vers nos 3 métiers. Mais ça a l'air anodin, mais en fait, les phrases qui sont mises, les objectifs qui sont mis, sont le fruit d'une réflexion assez longue. Chaque mot est pesé. Et chaque mot nous entraîne les phrases nous entraînent vers quelque chose. Hein, c'est vraiment pas du tout. J'insiste là-dessus parce que il suffit pas de jeter une phrase. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà. Et alors maintenant, on va entraîner tous les salariés. On a commencé déjà à faire la pédagogie de ce que ça voulait dire parce qu'ils ne le savaient pas trop. Et donc on l'a fait à l'occasion du séminaire là, qui s'est tenu il y a quelques semaines, début septembre, où on a expliqué longuement aux salariés ce que ça voulait dire et ce que ça allait avoir comme répercussion. D'accord, merci beaucoup Antoine. Donc Anne, on a vu 2 façons de faire assez différentes entre Thierry et Antoine. Finalement, c'est quoi la règle pour travailler sur sa raison d'être et ses engagements? Qu'est-il prévu par la loi? Et quel process vous recommandez pour devenir société à mission, process qui doit certainement être différent selon la taille de l'entreprise, bien évidemment. Et selon l'entreprise en tant que telle. Et selon l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire qu'une mission, déjà, il n'y a pas de façon type d'y arriver. Une mission étant singulière, parce que chaque entreprise est singulière, donc il y a autant de façons de faire que de cultures d'entreprise différentes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Mais il y a une chose qui rassemble toutes les entreprises qui se lancent sur ce chemin, c'est l'impulsion donnée par le dirigeant de l'entreprise. Et qui demande, comme vous l'avez dit, du courage, de l'audace, voire selon une certaine forme de radicalité, parce que il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, que ce soit des collaborateurs qui voient leur activité bouger, enfin des choses qu'ils faisaient qu'ils ne pourront plus faire, et des actionnaires aussi qu'il faut convaincre. Donc en fait, le premier point, c'est vraiment l'impulsion donnée, l'impulsion courageuse donnée par le dirigeant de l'entreprise. Et ensuite, effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'entreprise étant un projet collectif, c'est d'embarquer ce travail itératif avec son comité de direction, voire avec un cercle plus grand de collaborateurs. Il y a une grande majorité, je crois qu'il y a 56% des entreprises qui intègrent dès la phase amont, dès la phase formulation de la mission, les collaborateurs dans ces travaux, que ce soit de la co-construction ou de la concertation. Mais là encore, ça dépend de la taille, de la façon de faire. C'est sûr que pour InVivo, vous êtes combien de personnes chez InVivo? On va être 12 000. 12 000, c'est pas la même façon de faire que dans une petite entreprise de 10 personnes. Voilà, l'adhésion des collaborateurs ne se fait pas de la même manière. Et ce qui est très important, ce qui me semble aussi intéressant, c'est d'impliquer aussi les parties prenantes externes. Et à ce jour, il y a 45% des sociétés à mission qui, lors de la formulation de la mission, intègrent des parties prenantes externes pour venir challenger la mission. Parce que justement, c'est ce projet collectif dont on parle, ce projet d'innovation, parce qu'on ne le dit pas assez, mais vraiment la mission permet aussi de travailler sur l'innovation, de tous ces sujets d'innovation
innovation, parce que effectivement, en renonçant à certains clients, en renonçant à certaines activités, ça ouvre le champ à d'autres perspectives et d'autres développements. Et ça aussi, c'est permis par la mission. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire, il y a des étapes clés, effectivement, pour arriver justement au dépôt statutaire. Mais le dépôt statutaire n'est que le début de la vie de la mission. Parce que comme on va le voir, après la vraie vie de la mission commence et l'incarnation par l'ensemble des collaborateurs, parce qu'en fait, si l'impulsion est donnée par les dirigeants, la mission doit être portée par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là que ça se joue. C'est là que la réussite vraiment de la mission se joue. Donc c'est sur l'après. Ouais, c'est très intéressant, Anne, tout ce que vous dites. Et donc on voit donc que la loi laisse finalement énormément de liberté aux dirigeants dans la façon de faire. Oui. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de vos objectifs opérationnels pour comprendre comment ça s'est passé, en commençant par vous, Antoine. Donc, vous en êtes où de la définition de vos objectifs opérationnels aujourd'hui et de vos KPI? Alors, on a, nous, associé à chacun de nos objectifs, des objectifs opérationnels avec un macro KPI, si je puis dire. Donc, sur la partie agrivoltaïsme, c'est le nombre d'hectares de projets couverts par des solutions qui permettent d'adapter des cultures agricoles au changement climatique. Sur la partie production d'électricité solaire, c'est les tonnes de CO2 évitées, selon la méthodologie de l'ADEME. Et puis, pour les circuits courts entre producteurs et consommateurs, c'est le nombre de gigawattheures qui sont fournis. Et le tout, nos trajectoires sont définies par un point de départ et un taux de croissance. Donc on a très simplifié la chose. On a chaque fois un nombre de départs ou un nombre d'arrivées, peu importe, et un taux de croissance qui est le même pour les 5 années qui viennent. Qui est le même. Alors, enfin, on doit être au-dessus de cette enveloppe-là, qui est définie par cette courbe, mais ça rend les choses très lisibles. Alors ensuite, il va falloir qu'on décline et on commence l'exercice cet automne en des sous-indicateurs qui vont nous aider à mieux atteindre ces objectifs. Et puis, il va falloir traduire en plusieurs indicateurs un certain nombre de choses qui vont nous permettre de progresser. Voilà. Mais en tout cas, sur nos missions, elles sont lisibles, on peut les rendre visibles à l'extérieur, c'est très lisible et c'est très simple. C'est ce que je voulais, c'était simplifier, expliquer de façon extrêmement claire notre mission, nos objectifs et nos macro-indicateurs. D'accord. Voilà. C'est très clair. Donc, si je comprends bien, il y a 3 indicateurs principaux très clairs qui ensuite vont être déclinés en plusieurs sous-indicateurs. Exactement. Et vous allez travailler avec vos collaborateurs là-dessus. Thierry, vous avez de nombreux objectifs opérationnels liés à vos engagements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pas en détail. Oui. En fait, l'intérêt pour nous, c'est de créer un chapeau pour l'ensemble des métiers. Donc, avec des grands enjeux. Bien sûr, la transition agricole, c'est l'enjeu, bien sûr, pour Envivo, donc s'inscrire pleinement dans la transition agricole, mais en France, mais aussi à l'international, puisque je ne l'ai pas dit, mais on est très présent aussi à l'international. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes enjeux. Je rentre du Brésil, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Finalement, les Brésiliens sont en train de bouger aussi. Ils n'ont pas qu'une agriculture productiviste, etc. Ils sont en train de réfléchir à des leviers, même si de Paris, on a une image très... on va dire, très difficile du Brésil par rapport au réchauffement climatique, mais enfin on voit qu'ils sont en train de prendre conscience des enjeux et il se passe quelque chose aussi là-bas. Donc nous on est obligé de s'inscrire dans cette grande tendance de comment on peut être un moteur de la transition agricole et alimentaire. Bon. Donc ça c'est l'enjeu sur l'ensemble des métiers. Ensuite on décline sur la neutralité carbone, c'est l'enjeu aussi de l'ensemble des métiers, 2035, 2050, ça dépend des métiers, comment on est dans la neutralité carbone, voire plus, comment on peut au niveau par exemple de nos fonctions agricoles sur la partie céréalière, démontrer que les céréales peuvent avoir un côté positif et contribuer positivement avec des crédits carbone au réchauffement climatique, donc créer aussi des revenus pour l'agriculteur. Vous voyez, donc j'ai pris quelques exemples, donc on décline tous ces grands enjeux sur 2030-2035, et puis tous les ans, on a des KPIs qui rentrent dans notre rapport ESG que l'on fait, les bons élèves, donc on sort un rapport, et puis on décline comment on contribue à ce grand plan stratégique long terme au quotidien sur des actions très précises. Donc tout ça, ça fait l'objet d'un rapport d'activité assez complet de tous les métiers détaillés qui est publié tous les ans avec le rapport financier. Voilà.
Et donc on s'inscrit vraiment dans ce schéma-là. Alors tout ça c'est certifié par, alors je crois que c'est Veritas chez nous, enfin ça a dû changer, mais qui contrôle tout ça. Donc tout ça c'est, et puis EY aussi, qui est notre commissaire aux comptes, qui garantit l'ensemble. Et puis aussi nos parties prenantes financières, puisque on a renégocié notre crédit syndiqué, et donc on est rentré dans un schéma de bonus-malus par rapport à des KPI. C'est-à-dire que si on réussit à avoir nos objectifs sociétaux environnementaux, on va avoir une décote sur les frais financiers. Si on n'y arrive pas, on va avoir une pénalité. Donc c'est aussi très engageant, vous voyez, pour l'ensemble des patrons métiers, parce que tout ça c'est décliné dans les métiers. Bon, je n'ai pas dit que le nerf de la guerre c'était toujours l'argent, mais enfin ça aide quand même à définir les objectifs des cadres dirigeants et de redescendre l'ensemble du projet au plus fin dans les métiers, en ayant une plateforme commune, qui est le financement en fait, de l'activité. Alors je rebondis avec vous Antoine, parce que vous aussi, votre société a émis des obligations convertibles responsables avec des KPI. Exactement, on a la même chose, c'est-à-dire si on n'est pas bon, ça nous coûte plus cher, et si on est bon, ça nous coûte moins cher. Et c'est assez vertueux d'aligner effectivement l'économique là-dessus et d'en faire un levier, parce que au fond, c'est toujours la difficulté d'expliquer qu'on est une société à mission, de ne pas tomber dans, de bien comprendre qu'une entreprise doit gagner de l'argent et que c'est un levier financier sur le long terme, et on doit en faire un atout, que tout le monde doit le comprendre comme ça. Donc on a fait ça, et on a émis des obligations responsables. Voilà. Donc c'est très intéressant, parce que là on a l'exemple d'une dette bancaire avec des KPI, l'exemple d'un instrument de quasi-fonds propres avec également des KPI liés à vos engagements dans le cadre de votre qualité, non pas vos statuts, de votre qualité de société à mission. Donc on comprend bien à présent comment procéder concrètement pour devenir société à mission. Et ce qui maintenant va nous intéresser, c'est de comprendre ce qui se passe après. Une fois qu'on est société à mission, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Donc Antoine, comme l'a expliqué Anne tout à l'heure, et on l'a déjà un petit peu évoqué, pour devenir une société à mission, il faut mettre en place un comité de mission. Je crois que vous êtes en train de le constituer, enfin j'ai compris que vous étiez en train de le constituer, et que vous allez intégrer des parties prenantes. Oui, alors on s'est posé la question des parties prenantes, et on va intégrer des personnalités, alors c'est pas forcément des personnes célèbres, mais des personnalités reconnues pour leurs compétences et qui sont reconnues dans leur milieu. Voilà. Et en plus, évidemment, des salariés. Donc, on est en train de constituer, je n'ai pas encore la composition finale. Ouais, donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, ça va être plusieurs personnalités expertes, des experts reconnus dans leur extérieur, qui vont intégrer ce comité, on se posait la question, est-ce qu'on prend des clients, des gens avec lesquels on est en relation, mais en fait, on a fait le choix de ne pas faire ça et de prendre vraiment des personnes qui ont une vision plus large que une simple relation d'affaires ou de partenariat. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Et avec évidemment les salariés au cœur de la transformation. D'accord. Ouais, très intéressant. Et vous Thierry, donc vous nous avez déjà un petit peu parlé, donc votre comité de mission est déjà constitué, il s'est réuni d'ailleurs plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sa composition? Enfin, vous en avez parlé, mais je pense que c'est intéressant de le redire. Et puis, comment se passe le dialogue? Ça, c'est très intéressant, de ce comité de mission avec les autres organes de gouvernance, parce que tout cela est nouveau. Est-ce que ça s'est bien passé? Voilà, comment tout ça s'est mis en place? Ça passe. En fait, d'abord, il fallait mettre en place le comité de mission. Donc déjà, essayer de sélectionner les meilleurs candidats, parce que bon, c'est très important, c'est quand même une co-gouvernance à côté des conseils d'administration. Donc il faut aussi des gens qui pensent long terme. Donc je suis assez d'accord qu'on ne va pas rester dans la démarche opérationnelle client-fournisseur, parce que tout de suite, ça va ramener aux discussions de prix, et ça, il ne faut pas du tout rentrer là-dedans. Ça, c'est le métier, on va dire, des commerciaux, etc. Il faut prendre un peu plus de hauteur, il faut des gens qui nous aident à alimenter par des nouveaux KPIs la valeur ajoutée de l'entreprise sur le bien commun. Et voilà. Donc il faut qu'ils contribuent aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas que des gens qui sont là que pour contrôler, vous voyez, que finalement on est bien ou pas bien. Il faut qu'ils aient une valeur ajoutée dans la discussion et qu'ils enrichissent l'entreprise. Donc c'est un casting qu'il faut quand même bien organiser et bien travailler. Alors bien sûr, on commence par les salariés qu'on met au cœur du dispositif, et ensuite on regarde dans nos parties prenantes quelles sont les personnalités, par exemple dans l'agriculture, qui partagent la même vision du monde déjà, parce qu'il faut qu'on soit aligné déjà sur la vision. Si on commence
Oui, par exemple, je ne vais pas faire entrer Greenpeace tout de suite dans l'agriculture, même si on va les convaincre un jour qu'il faut rentrer dans la transition et pas le dogme. Mais bon, c'est un peu difficile. Je caricature volontairement. Voilà. Donc, mais par contre, il y a des ONG qui sont peut-être dans une co-construction, qui comprennent que la transition, il faut du temps et qu'on ne peut pas tout de suite tout changer du jour au lendemain parce qu'il y a des enjeux économiques qui comptent. Voilà, le revenu d'agriculteur, alors il faut le maintenir, on ne va pas le laisser comme ça sous prétexte que voilà. Donc, on a fait rentrer des... Mais pour autant, des personnes qui challenge, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement pour dire oui, ce que vous dites c'est bien, je suis d'accord, donc attention. Donc il faut trouver le bon équilibre, hein, et qui co-construisent. Donc on a par exemple, je vais vous donner quelques noms, on a le directeur de Déméter, Sébastien Abyss, qui est un économiste reconnu aussi, hein, qui a déjà publié pas mal de documents sur la vision de l'agriculture, comment nourrir la planète demain dans des conditions sociétales et environnementales favorable, comment régler cette équation qui est quand même le cœur du dispositif, comment faciliter aussi la transition dans l'agriculture, hein, comment faire rentrer, comment l'agriculture peut devenir attractif avec un revenu décent pour les jeunes agriculteurs qui veulent continuer, et on en a besoin parce que si on n'a pas d'agriculteurs on ne pourra pas produire, donc ça ce sont des sujets qui sont intéressants dans les comités mission. Et puis je l'ai dit, on a aussi nos partenaires en fait qui réfléchissent avec nous sur cette transition agricole et sur des revenus complémentaires pour l'agriculteur quand il va vendre son énergie. Voilà, il y a les éoliennes, bon voilà, photovoltaïque, l'économie circulaire, la qualité de l'eau. Donc on a des directeurs de développement durable de ces grands groupes autour de la table. Voilà, donc comment ça se passe? Mais ça fait déjà maintenant un peu plus de 2 ans que ça fonctionne. Ils se réunissent tous les trimestres, au même rythme que les conseils d'administration. La première étape, la mise en place, donc j'y ai participé pour lancer le comité de mission, expliquer in vivo et présenter. Les directeurs de métiers sont venus présenter tous les métiers du groupe pour acculturer aussi voilà, sur le côté activité, stratégie. Et ensuite, nous, on n'a plus du tout participé hein, parce qu'on ne veut pas. Il me semble, c'est normal, c'est comme ça. C'est normal. Bon, okay. Donc on mandataires sociaux n'ont pas. Enfin, peut être invité, mais. On est invité quand on en a besoin. On est invité parce que parfois il y a des sujets un peu pointus, donc ils demandent l'intervention de tel ou tel dirigeant du groupe pour travailler tel ou tel sujet, mais on ne participe pas en fait à la gouvernance. D'accord. Donc on voit les rapports d'activité et ensuite on a la présidente, c'est une présidente, voilà. Ouais, il y a aussi, on a un équilibre, bon mais ça c'est maintenant, on va dire tout à fait normal, mais enfin je le dis quand même, on a un équilibre entre hommes et femmes dans ce comité, de mission, ce qui est pas mal parce que dans le monde agricole, au conseil d'administration, on reste encore avec beaucoup d'administrateurs, c'est compliqué de faire émerger les femmes dans les conseils d'administration. Donc ça rééquilibre la gouvernance et puis donc il y a un reporting qui se fait, avec un rapport d'activité, et puis des présentations au conseil d'administration, parce qu'il ne faut pas aussi, c'est compliqué, il ne faut pas qu'ils travaillent que dans leur coin, il faut qu'il y ait des interventions aussi pour dire voilà la restitution du comité de mission au conseil d'administration, pour que les administrateurs entendent aussi voilà, qu'il se passe quelque chose, et aussi peuvent voilà, y mettre quelques questions sur oui, est-ce que vous avez vraiment raison, d'ouvrir un débat aussi. Donc on n'a pas encore fait ça, parce qu'on est pour le moment dans d'un schéma de mise en place, mais la prochaine étape, ça va être ça, ça va être de confronter ces comités de mission, conseil d'administration, par des restitutions du comité de mission. Alors, je ne sais pas si c'est les expériences. C'est ça. Oui. Alors, déjà, dans ce qui est légal, hein, l'obligation légale, c'est que le comité de mission doit remettre tous les ans un rapport de mission qui doit être joint au rapport de gestion de l'entreprise et présenté aux actionnaires dès la première année, dès le premier exercice. Donc ça, souvent, on l'oublie quand on vient de placer... Antoine vous êtes concerné. Et ce qu'on voit aussi souvent, Thierry, c'est qu'en fait, quand, bien entendu, le mandataire social peut être invité, mais n'est pas au centre, enfin, n'est pas vraiment dans le comité, ne doit pas être dans le comité de mission. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de mettre, enfin, d'inclure dans le comité de mission un membre du conseil d'administration. Oui. Voilà, donc ça, on voit que ça se fait et que ça marche plutôt bien pour faire le lien justement avec le conseil d'administration. Qui serait le rapporteur au conseil d'administration. Pour fluidifier les échanges, effectivement. Et effectivement, ce nouvel organe de gouvernance, le comité de mission, a pour vocation à interagir effectivement avec le conseil d'administration et aussi avec le CSE. Et là, il y a encore moins de recul sur la question, mais quoi qu'il en soit, c'est en train de se construire. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas forcément le DG dans le comité de mission. Hein, normalement, non. Ce qui n'était pas forcément intuitif au départ, je trouve, mais c'est intéressant. D'accord. Mais qui peut être invité. Moi, je suis juste invité maintenant. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. C'est invité, oui. Le mandataire social est invité. Voilà. Après, le DG... Ouais.
Ça dépend des structures. Ouais, après, Bon, tout ça se met en place, mais pour l'instant, en mais tout c'est cas, quand même ça. un chemin, on apprend Ouais. en marchant, là, Ouais. quelque part. Parce Bien qu'on sûr. n'a pas une solution, pour ceux qui nous regardent, c'est de la co-construction et on essaye d'embarquer un maximum de monde et on ajuste en permanence, quelque part, il faut le dire. C'est nouveau ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a 2 ans, les meilleurs experts du sujet ont 2 ans de recul, donc pas grand-chose. Donc on construit en fait ce que va devenir la société à mission, ça va être ce que vont faire les entreprises. Bien sûr. Ouais. Il y a un enjeu important, c'est l'alignement au niveau européen, je pense. On ne peut pas rester franco-français. Parce qu'il y a des entreprises qui vont au-delà des entreprises françaises qui ont choisi cette qualité et qui ont une activité qui va au-delà des frontières françaises. Voilà. Je pense à Danone, à Rocher, à vous. Il y en a d'autres. Il y a Chiesi, etc. Enfin, une entreprise. Vous ne pouvez pas exclure les salariés qui ne sont pas français du dispositif. Vous voyez, c'est Mais d'ailleurs, Danone inclut. Il inclut, mais il était bicorp déjà, donc aux États-Unis, mais il inclut. Mais en fait, c'est pas évident. On les inclut quelque part, mais en fait, dans leur statut, dans leur pays, ils ne sont pas statut entreprise à mission. Oui, qualité inscrit dans les statuts. Et par exemple, les Espagnols qu'on a, les Hollandais, etc., ils voient ce qui se passe en France. Bon, ils sont d'accord, ils sont impliqués. Pour autant, dans leur environnement, dans leur pays, il n'y a pas de résonance. Vous voyez Oui, ça c'est vraiment l'enjeu. Il y a du lobbying à faire, Anne. On y travaille. C'est ça, j'en profite, je veux passer le message. Donc pour finir, il serait intéressant que vous puissiez nous décrire l'impact que vous avez pu constater dans vos organisations, sur vos salariés, depuis que vous êtes passé société à mission. Donc Antoine, ça fait juste quelques mois. Donc est-ce qu'il y a déjà un impact, des changements que vous avez pu constater? Oui et non, on peut pas, je peux pas dire qu'il y a pour l'instant, on n'a pas encore définitivement arrêté la constitution du comité, donc on est en train de le faire. Donc il y a du dialogue qui s'est mis en place. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai exposé vraiment à tous les salariés par petits groupes ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait, on a senti que c'était très mobilisateur. Et inversement, on avait déjà, et parallèlement, on avait déjà commencé à réfléchir également à aller plus loin sur la RSE et à essayer de commencer à traduire, même si j'ai bien compris qu'il ne fallait pas confondre la RSE et société à mission, et effectivement, ce n'est pas la même chose. C'est complémentaire. Mais c'est complémentaire, voilà. Et donc, on voit que ça entraîne des choses, et donc, parallèlement, on a commencé à faire un travail avec les équipes. On a embauché quelqu'un sur la RSE, ce qu'on n'avait pas pour l'instant. On ne s'était pas permis on n'avait pas ce luxe-là, mais ça y est, on l'a. Une personne qui est dédiée à la RSE et qui va essayer de traduire quotidiennement plein de choses de la vie quotidienne. Et donc, moi, j'essaie de faire prendre conscience, en fait, de faire un dialogue entre la RSE et société à mission, parce que on doit également changer de l'intérieur et de nos façons de faire. Au-delà du métier et de nos métiers, de notre mission. Voilà, donc on sent que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les gens, et pour attirer les recrues, c'est très très important. Voilà. Moi, je rêve enfin d'une situation dans laquelle la société tout le monde deviendrait société à mission, de sorte que on choisirait nos fournisseurs et nos clients nous choisiraient à cause de ça. Enfin, c'est quand même le rêve absolu. Et c'est comme ça qu'on aura une transformation profonde de la société. Donc voilà. Non, merci Antoine. C'est très clair. Et vous Thierry, ça fait presque 1 an. Quel changement avez-vous constaté? Vous en avez constaté plusieurs, on en a discuté. Ouais, on en avait parlé, oui. Donc, il y a la crise sanitaire qui est arrivée quand même. On peut en parler un petit peu parce que je crois que c'est un accélérateur de tendance, on est d'accord, donc à tous les niveaux, que ce soit RSE, digital, etc. Et donc, le fait qu'on était déjà, c'était la mission avant la crise, ça a facilité beaucoup de choses dans le dialogue, en fait. Comment gérer la crise? Quand tout s'est arrêté, vous savez, l'état de sidération, je ne sais plus en quelle mars 2020. Mars Voilà. 2020. On s'est retrouvés là, tout le monde était là, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, on s'est dit, finalement, on met en place le fameux télétravail, etc. Donc, je pense que ça nous a aidé à faire passer des messages plus vite sur le côté opérationnel, de dire, on se fait confiance, parce que ça permet de créer quand même une confiance qui est là, qui est établie peut-être, mais qui se construit tous les jours. Et donc, du coup, on a pris des décisions très rapides sur la mise en place. Ça nous a permis d'avoir assez d'agilité pour déployer une autre organisation du travail.
en accord aussi avec les syndicats, bien évidemment, mais enfin, les syndicats étant aussi à l'écoute des salariés, si les salariés sont à l'écoute du changement, donc c'est plus facile, vous voyez. Donc tout ça, c'est plus fluide. En tout cas, ça a été beaucoup plus fluide au niveau relations avec les salariés. Donc on a mis rapidement en place le télétravail. Et pendant le télétravail, on s'est dit finalement, on va repenser une organisation du travail dans le cadre de notre mission. Et on va dire, notamment pour Paris, on va, après la crise, on va travailler sur un modèle plutôt où on sera que 50% en présentiel et 50% en télétravail. Et on va faire signer par les syndicats. On est les premiers à avoir fait signer ça. Ils ont tous signé, sauf la CGT Kinpa, mais quelque part a dit OK quand même. Donc du coup, maintenant, comme c'est la rentrée, on met en place, cette semaine, cette nouvelle organisation du travail. Voilà. Alors c'est hyper vertueux parce que quelque part, les salariés travaillent plus à distance, donc peuvent se servir un peu de Paris, parce que quand on est très parisien, on sait que c'est compliqué de passer sa vie dans les transports, donc on peut choisir aussi son temps, d'être un peu à contre-courant des flux, donc c'est intéressant. Et puis aussi, ça nous a permis de réduire le loyer, puisque du coup, on a réduit nos mètres carrés. Donc ça a été aussi une économie. Et donc pour faire passer tous ces messages qui sont parfois un peu anxiogènes, finalement, le fait qu'on ait eu un terreau favorable dans la co-construction, le message est passé plus simplement. Et puis sur la marque employeur, il y a beaucoup de choses qui font bouger autour, bien sûr, il n'y a pas que l'entreprise à mission, mais quelque part, ça donne une plateforme de marque employeur très intéressante. Donc on a beaucoup plus de candidatures spontanées, de qualité, de talent qui du coup regardent niveau différemment, en tout cas d'il y a 5-6 ans. D'accord, c'est très intéressant. Ouais. Alors, j'ai à présent une question pour vous deux. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui souhaite se lancer ? Qu'elle se lance. Je veux dire, moi je pense fondamentalement qu'il faut que petit à petit, toutes les entreprises passent à mission. Certaines, ça va être plus difficile que d'autres, ça dépend de l'activité, mais on ne construira un monde durable et inclusif que si petit à petit on ira tous. Donc, moi je suis un chef d'entreprise qui essaie d'impulser qui impulse le mouvement à mon entreprise. Donc, une fois que j'ai décidé, j'y suis allé, sans hésiter. Et puis, je n'y suis pas allé n'importe comment, mais il faut y aller, il faut se jeter à l'eau et se retrousser les manches et y aller. Voilà. D'accord, merci. Oui, c'est ça, il faut se lancer. De toute façon, c'est l'esprit d'entreprise. Il faut être entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat qui doit pousser tout ça, et même tirer quelque part. Mais moi, ma conviction, c'est que, vous l'avez dit, si demain on n'est pas entreprise à mission, si on n'est pas engagé dans cette transition, qu'elle soit alimentaire, énergétique, industrielle, etc., l'entreprise va passer à côté de son avenir. Donc va sortir du marché. Donc quand on est entrepreneur, on doit tout de suite l'intégrer, d'abord peut-être comme une différenciation, puis après comme une norme, où on trouvera après d'autres différenciations, mais comme une différenciation certainement pour les 5 ou 10 ans qui viennent. Et après, ça sera une norme et on aura contribué au bien commun, vous voyez, donc à l'intérêt général aussi. Si je rebondis sur ce que vous dites, mais Anne, je vous laisse parler. Oui, parce que du coup, je voulais rebondir. Oui, sur la valeur de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Non, avant cela, nous avons ici deux entreprises, ce qu'on pourrait appeler Mission Native. Et en tout état de cause, en fait, la société à mission s'adapte à tout type d'entreprise, qu'elle ait d'ores et déjà une finalité sociale et environnementale dès sa naissance. Mais aussi, ce qui est intéressant avec la société à mission, c'est que ça permet aussi d'embarquer des sociétés traditionnelles qui veulent faire pivoter leur modèle d'affaires. Et c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on a 10% d'entreprises en France qui sont naturellement à impact, on va dire, mais l'enjeu, c'est de faire pivoter ces 90%. Voilà. Et ce qui est très important, c'est-à-dire la société à mission, c'est un chemin de progrès, un chemin de transformation. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse des labels et des certifications. On n'évalue pas à un instant T si l'entreprise est blanche ou noire, on va dire, mais c'est en amont. Avant cela, donc l'entreprise s'engage pour le futur en mettant dans ses statuts cette mission, et c'est un chemin de progrès continuel. Et ça, ça change tout. D'accord. Et vous avez des exemples justement d'entreprises qui sont devenues sociétés à mission et qui sont vraiment en train de se transformer
de façon très forte par rapport à leur core business? Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est un exemple qui est proche parce que c'est le président de l'association. C'est la Camif, qui a été rachetée il y a une dizaine d'années par Emery Jacquia, qui est la Camif, tout le monde connaît. À l'origine, ça n'avait rien de Michonnetti, on va dire. Et en fait, le président de la Camif a transformé le modèle d'affaires de la Camif. Déjà, il y a 6 ans, il a boycotté le Black Friday parce qu'un de ses objectifs, c'était de lutter contre la surconsommation. Donc il a dit, moi, je ne vais pas profiter ce jour-là, où tout le monde fait n'importe quoi, donc je m'engage. Et donc ça demande effectivement une certaine radicalité, notamment vis-à-vis de ses actionnaires. Et il a pu le faire parce qu'il avait expliqué avant à ses actionnaires ce qui allait se passer. Et pourquoi il a fait ce fameux alignement et cette cohérence d'ensemble. Et là, il vient d'annoncer en septembre que sur son site, il n'y a plus aucun produit qui était hors Europe. Donc tous les produits qui sont vendus sur le site sont fabriqués en France et en Europe. Donc là aussi, ça demande, à court terme, forcément, ça demande des efforts, mais sur le moyen long terme, même très rapidement, là, cette année, très rapidement, globalement, c'est très positif. Voilà, mais ça demande effectivement de réorienter son modèle d'affaires, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on avait déjà tous discuté ensemble, c'est qu'on est tous persuadés que, voilà, à court terme, comme vous le dites, pour la Camif et pour vous aussi, ça demande des efforts, mais qu'à moyen terme, long terme, l'entreprise se portera d'autant mieux. Et les performances seront d'autant meilleures. Enfin, ça, on en est tous persuadés. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. C'est une démarche, effectivement, c'est une démarche. Moi, donc, c'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. Et donc, à partir du moment où vous mettez en marche là-dessus, en permanence, vous allez repenser votre modèle avec l'évolution du monde, avec l'évolution de nos produits, avec nos innovations. On va en permanence se poser ces questions. Et donc, c'est une autre façon de voir l'entreprise. Je trouve, moi, c'est vraiment une autre façon de la voir avec le prisme de son impact, de son empreinte sur le monde. Voilà. Oui, je crois que c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui pivote sur son modèle économique pour s'inscrire sur le futur. On voit que dans un monde, tous les modèles économiques sont aujourd'hui très, très challengés. Donc il faut se réinventer sur un nouveau modèle. Et donc cette mission, c'est la plateforme, le socle qui va porter la stratégie. Mais si vous n'avez pas la vision aussi de la transformation du modèle, il ne faut pas être société à mission pour valider le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut devenir... c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais vous comprenez. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je passe société à mission et je ne change rien. Donc si j'ai envie de changer mon modèle économique, c'est un formidable levier. Et c'est pour ça, donc les entrepreneurs qui nous écoutent, si demain ils veulent se projeter sur l'avenir, il faut qu'ils utilisent cette émission comme un levier de cette transformation. C'est sûr qu'entre les coopératives, les entreprises déjà engagées et les entreprises qui ne le sont pas, le point de départ n'est pas le même, mais le chemin de transformation est le même pour le coup. Vous savez, pour les coopératives, sur les 2-3 minutes, en fait, quand effectivement la loi Pacte est sortie, j'ai rencontré toutes les coopératives françaises, on leur dit mais vous devez vous transformer, pas vous, mais vos filiales, parce que c'est aussi un levier pour les coopératives d'aligner leurs filiales sur la gouvernance de la maison mère. Souvent dans le monde coopératif, il y a eu beaucoup de croissance externe et donc vous avez des écarts culturels où l'intégration n'a pas été aboutie ou finie, et encore plus à l'international quand vous rachetez des filiales au Brésil ou ailleurs. Et donc là, c'est un formidable moyen d'alignement sur l'ADN de la coopérative, puisque les sociétés qui sont dessous sont des sociétés, on va dire, classiques. Et donc, du coup, ça nous permet de redescendre l'ADN de la maison mère. C'est un vrai chemin, parce que là, vous touchez beaucoup de monde. Il faut 5 à 10 ans pour le faire, mais ça embarque tout le monde et ça aligne tout le monde sur un vrai projet stratégique. D'accord. Y compris même dans le monde coopératif, qui nativement pourrait l'être, mais quelque part, tout le monde a ses qualités et ses défauts, il y en a de s'améliorer. Voilà. Et ce que vous dites aussi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la mission va aider l'entreprise à établir ses plans stratégiques. Voilà. Et les plans stratégiques qui ont lieu tous les 3 ans, sur l'entreprise, doivent être compatibles et conformes avec la mission qui est au-dessus. Voilà. Et ça aussi, ça vient vraiment embarquer toute l'entreprise, et que ce soit l'extra-financier comme le financier. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avant, quand on avait un plan stratégique, tout le monde se dit on a une vision à très long terme, et ensuite on a notre plan moyen terme, et puis le business plan. Et c'est ça à l'époque. Donc, quelque part, on est dans la même logique, cette vision à long terme. La mission, c'est aussi la vision à long terme. C'est quelle mission j'ai. Donc ça reboucle par rapport
au plan stratégique qu'on a appris avant, vous voyez, avec la vision. Et ça permet vraiment de réinterroger la finalité de l'entreprise. Voilà, ouais. Et sur le temps que cela a pris, si on peut peut-être un peu plus creuser ce point, donc chez vous, enfin c'est tout récent encore, mais ça a à peu près... Combien de temps ça vous a pris justement pour faire ça? Pour vous transformer en société à mission? Ça a été assez rapide, mais moi ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et ça fait 25 ans que je me pose la question du rôle de l'entreprise. D'accord. C'est pas... Voilà, je pense que si je m'étais pas posé ces questions, j'aurais pas réussi ça. Voilà, donc c'est quoi le rôle de l'entreprise dans un monde pour faire un monde durable, fraternel, écologique, qui fait pas péter la planète? C'est un peu ça le sujet, et puis qui crée également du bien-être économique pour tout le monde. Donc oui, ça a été rapide, mais parce qu'il y avait quand même derrière un peu de couches sédimentaires qui s'étaient bien accumulées et qui avaient bien macéré, si je puis dire, pour produire ce terreau. Voilà. Et vous, Thierry, ça a pris voilà, un an? On était au début, donc il a fallu 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. d'accord. Enfin, vraiment 2 ans, quoi. Donc on s'est mis en place depuis, ça fait 1 an qu'on roule comme ça, donc ça fait, oui, il a fallu 2 ans. Mais parce que c'était pas évident de voir où on mettait les briques, parce que quand vous avez un groupe, vous avez des holdings, des filiales, est-ce qu'on démarre par la filiale avec un pilote? Est-ce qu'on démarre par la holding pour essaimer sur les filiales? Donc il y a eu beaucoup de débats au niveau de par quel bout on prend le dossier. Finalement, on est passé par la holding et on est plus au top-down, quelque part, vous allez me dire, c'est comme ça, mais en même temps, bon, c'est plus efficace parce que finalement, avec les filiales qu'on a à l'international, c'était difficile de partir des filiales pour remonter. Donc, du coup, on a décidé d'être plutôt descendant en termes d'organisation avec Invio Group, mais bon. Aujourd'hui, ça marche, oui, c'est en place. Et demain, les grosses filiales vont passer société à mission? Il va y avoir des comités de mission dans chaque grosse filiale, à côté d'un comité de direction qui est en place. Donc ça va se décliner, c'est en cours. Donc ça, c'est un déploiement, il faut 3 ans au moins pour le faire. Parce que bon, ça dépend de la maturité des filiales aussi, parce que c'est ça aussi. Il faut aussi qu'il y ait un engagement de la direction générale de la filiale. Pas que le DG du groupe, mais il faut que chaque DG et chaque comité de direction s'implique vraiment et le sente au moment où il a envie de le faire aussi, parce que c'est du temps, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de temps en réunion, c'est beaucoup d'explications et finalement après on embarque, c'est formidable pour embarquer les salariés, on est d'accord, mais il faut donner de sa personne au départ. Donc il faut que on est d'accord, il faut que le directeur général, le président, enfin le mandataire social, il faut qu'il y aille au début, quoi, parce qu'autrement, si simplement tiens on le fait ça et puis on se verra dans 6 mois, ça ne marche pas, oui. Même si vous avez un directeur RSE performant. Bien sûr, il faut que tout le monde soit impliqué et embarqué. D'accord, écoutez, merci, tout cela a été vraiment très éclairant et d'ailleurs a suscité de nombreuses réactions de la part de nos participants et je vous proposais de répondre désormais à leurs questions. Alors, il y a plusieurs choses dont on a déjà parlé, bien sûr. Alors, je vous posais une question un peu piège. Pensez-vous avoir pris un risque en adoptant cette transformation? Donc, on a dit que ça apportait beaucoup de choses, mais pensez-vous avoir pris un risque? Je vous laisse réagir. Quand on y va, on prend toujours un risque, c'est sûr. Mais le risque, et d'ailleurs, si on ne prend pas de risque, on ne fait pas grand-chose dans l'entreprise. Donc oui, on prend le risque d'échouer ou de mal faire sa mission, donc ça nous oblige. À partir du moment où on a inscrit, nous, ça nous oblige. C'est ce que j'explique aux équipes. Maintenant, on n'a pas le droit de rater, et donc il faut qu'on y aille. Et c'est ça le risque. Mais c'est un risque sympa. Oui, il y a toujours un risque, c'est vrai. En fait, le risque qui est toujours là, c'est de savoir, pour embarquer un maximum de monde, où on commence à mettre le premier curseur, quoi. Donc le débat, c'est pas tellement le fait d'y aller, c'est à quel niveau on fixe les premiers escaliers à franchir pour que tout le monde soit embarqué, que ça ne soit pas trop difficile à atteindre. Donc c'est un peu ça, la discussion. Et c'est plus là où peut-être que le risque, il faut le mesurer. C'est quel KPI on met en place, sachant qu'on rentre dans une logique de progrès. Et voilà, donc on a mis beaucoup de temps à se mettre d'accord sur comment on démarre en termes de KPIs pour ensuite avoir des plans de progrès et que chaque année on puisse ajouter du positif. Et le risque, ça serait de dire tout de suite je veux être au top
et puis de décevoir et du coup de déstabiliser les organisations en disant bon, le directeur général, il a pété les plombs, il nous a mis des objectifs qui ne sont pas atteignables. C'est les mêmes d'ailleurs au niveau commercial, parfois. Mais bon, donc il faut trouver, le risque c'est ça, c'est trouver le bon niveau pour ne pas exclure et embarquer tout le monde et qu'on reste dans des objectifs atteignables, mesurables, voilà, et qui progressent chaque année, qui font progresser l'entreprise. Enfin, il me semble que c'est l'enjeu. Mais alors j'imagine que ces objectifs qui sont fixés, ils peuvent être révisés aussi chaque année. Enfin, c'est quelque chose de vivant. Enfin, Anne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et j'ai du mal à comprendre le rôle de l'OTI, c'est ça, l'organisme tiers qui va venir certifier, c'est ça, auditer? Auditer, oui. Ouais. Et suivre... Voilà. Est-ce qu'il peut donner des alertes, dire... Ah oui. Ouais, est-ce que... Le risque, on va dire, c'est que c'est un chemin. Pour moi, Ouais. le risque, c'est un chemin irréversible. Voilà. C'est quelque part. Une fois que vous vous embarquez sur ce chemin-là, c'est compliqué de revenir en arrière. Oui, et parce que même si un dirigeant... parce que ça embarque l'entreprise au-delà du dirigeant. Enfin, la mission va perdurer au-delà du mandat du dirigeant, je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est donc voilà, et c'est pour ça que ça embarque sur le temps long. Et donc du coup, ça veut dire aussi que c'est compliqué de revenir en arrière, déjà parce que les administrateurs, l'Assemblée générale, tous les actionnaires l'ont voté. Voilà, donc revenir là-dessus, ça va être un peu compliqué. Et puis quoi qu'il en soit, en termes de réputation, il y a plein de choses qui embarquent l'entreprise. Et pour répondre à votre question, le risque, c'est aussi, du coup, par manque pour les entreprises qui feraient ça pour faire un coup de com', le risque, c'est qu'elles ne se rendent pas compte de ce que cela implique vraiment. Voilà, et de transformation profonde dans l'entreprise. Et notamment effectivement sur ces choix stratégiques. Et effectivement, l'organisme tiers indépendant va faire un audit, effectivement, qui va vérifier la bonne exécution de la mission. Et si son avis motivé est négatif, quoi qu'il en soit, son avis va être publié sur le site internet de la société. Et s'il émet un avis négatif, n'importe qui peut aller voir le tribunal de commerce pour demander à ce que la qualité de société à mission soit retirée à l'entreprise. D'accord. Voilà, donc là aussi, il y a un enjeu juridique, c'est-à-dire c'est un cadre légal, donc avec un enjeu juridique. Voilà, d'accord. Et est-ce qu'on sait un petit peu plus aujourd'hui quels vont être ces OTI Quel type de société? Est-ce que c'est des EY? Bon, il n'y a pas que les gros. Oui, non, bien sûr. Mais et heureusement pour les 70% d'entreprises qui ont moins de 50 collaborateurs. Quel type de profil Alors aujourd'hui, les organismes tiers indépendants, vous pouvez retrouver sur le site de, je ma minute de pub, sur le site de la communauté des entreprises à mission, les organismes tiers indépendants qui sont référencés, qui viennent d'avoir leur courrier de recevabilité de la part du COFRAC. Ils sont aujourd'hui 7-8, je crois, qui sont mis sur notre site internet, et le COFRAC nous a demandé de publier cette liste. Donc c'est pas eux qui le font directement, c'est nous. Et en fait, qui sont-ils? Globalement, ce sont ceux qui faisaient déjà les DPEF. Donc beaucoup de commissaires aux comptes, et puis quelques conseils RSE qui sont sur ces sujets-là. Mais globalement, aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'élargir ce champ-là. Voilà, donc parce que pour les audits de mission, la mission, ce n'est pas que du quantitatif. Donc ce qui nous fait un peu peur, c'est, même si on aime beaucoup les commissaires aux comptes, mais c'est qu'ils ont tendance à mettre des chiffres partout. Donc, alors que la mission, ça peut être aussi, on peut trouver des indicateurs qualitatifs. Et ça, c'est très important aussi dans l'audit de mission d'intégrer cela. D'accord, merci, c'est clair. Moi, j'ai une dernière question, c'est sur le rapport de mission, pour bien comprendre il doit être produit donc, dans l'année de la transformation. Et que contient-il par rapport, par exemple, à un DPEF? Quelle est la différence Alors, ça reprend un peu la différence entre la norme, qui est l'effet normatif de la RSE, donc qui fait une vision à 360 des obligations RSE, et la mission qui est singulière à chaque entreprise et en fait qui permet pour l'entreprise de choisir ses combats. C'est-à-dire qu'on s'est amené sur un nombre d'objectifs plus limités, mais qui ont vraiment trait au cœur d'affaires, vraiment au cœur de l'activité de l'entreprise. Et à son modèle de management. Et en cela, on peut retrouver des indicateurs
qui sont dans l'un et dans l'autre, mais pas forcément. Et donc, du coup, c'est vraiment la grande différence entre la DPEF, là, qui est vraiment sur la RSE, et très large, et une mission qui va déployer, dans lesquelles on va déployer des objectifs opérationnels, des indicateurs qui sont forcément liés à l'activité de l'entreprise. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si Thierry, vous pouvez... Ça fait un lien avec la revue stratégique, en fait. C'est plus un contrôle de la stratégie, en fait. Donc, sur les KPIs plus qualitatifs, sur les grands leviers de la stratégie que vous avez mis en place, avec un pilotage qui peut se décliner, c'est plus ou moins fin, ça dépend, mais quand vous dites par exemple je vais investir dans le digital, au service de la RSE, vous avez une vision stratégique, vous investissez en pas mal d'argent, bon c'est comme ça dans le digital, et puis vous avez des KPI RSE qui sont portés parce que vous avez digitalisé certains métiers qui donnent plus de data, et donc c'est ça qu'on arrive à contrôler dans la mission. D'ailleurs la mission c'est de penser aussi sur moyen et long terme, comme la stratégie, d'avoir des retours sur des étapes de la stratégie et de la mission. Dans une mission, l'entreprise choisit réellement ses combats, ses combats pour les années à venir. C'est quelques combats. Voilà. D'accord, c'est très clair. Par exemple, neutralité carbone, si vous dites voilà, je veux être neutre en carbone en 2035, quelles sont les différentes étapes que vous pouvez baliser et donner rendez-vous? Et est-ce que vous êtes présent au rendez-vous ou pas, ou en avance ou en retard, sur des grands enjeux comme ça? D'accord. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Nous allons nous arrêter là pour ce webinaire. Donc je tiens à remercier nos 3 invités qui se sont vraiment impliqués dans l'organisation de ce webinaire. Donc merci à vous 3. Merci. Alors sachez que si jamais cela vous intéresse, si vous souhaitez creuser ce sujet, n'hésitez pas à contacter Anne Mollet ici présente, qui pourra vous accompagner dans vos réflexions et pourquoi pas vous aider à devenir société à mission. Alors nous espérons vraiment que ce webinaire vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une société à mission, comment le devenir, mais aussi pourquoi le devenir. Sachez que dans un futur proche, nous pourrions organiser de nouveaux webinaires et vous y serez bien évidemment invités. Alors merci à tous pour votre écoute. Merci encore à nos 3 invités, Anne, Antoine et Thierry, et à très bientôt.